Yorana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, sujet complexe et sensible, la transidentité en Polynésie française. Dans une société en pleine évolution, comment sont perçues et vécues les transitions de genre au fénois entre tabou, violence, libération ou objectif de vie? Découvrons cela avec Océane Foué, psychothérapeute spécialisée en victimologie et criminologie. Yorana. Yves-Marie Hello, chirurgien plasticien. Bonjour. Omaka Gendron, Miss State Haiti 2023. Yorana. Et enfin Shelby Hunter, danseuse tahitienne et personnalité connue du fénois. Yorana. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, Océane, est-ce qu'on peut déjà définir la transidentité? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors les personnes transgenres, on pourrait expliquer qu'elles ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, donc genre souvent binaire homme-femme. Donc c'est vraiment un ressenti qui s'installe soit très tôt dans l'enfance, soit plus tard. Et là, c'est des histoires de vie qui sont uniques pour chacune et chacun. Je pense que c'est important qu'on doive souligner qu'on parle de sentiments et d'émotions et non pas de choix, de mode ou d'influence. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui est propre à l'identité de soi. Justement, on va voir ça on va commencer avec Omaka. Avant de parler de transition, de parcours, comment est-ce que toi, tu as découvert que tu ne te sentais pas bien dans ton corps? Je pense qu'au fond de moi, ça a toujours été là. Et peut-être aussi avec mon éducation. Et on m'a élevé peut-être un peu aussi comme une fille. Et dans ma famille, j'ai toujours été bercé dans une belle enfance, remplie d'amour. Et on m'a jamais donné de réelles barrières. Et je pense que ça a apparu petit à petit. Et puis, il a fallu un jour pouvoir l'exprimer librement, au-delà à travers des habits, des manières un peu plus féminines. Et je l'ai fait très jeune. Donc, je n'ai Quel âge à pas, peu près? je dirais, j'ai commencé à m'habiller en fille en 6e, donc à 10 ans, 11 ans. Mais je me suis toujours sentie comme telle, vraiment, depuis ma plus jeune enfance, oui. Shelby, un peu la même question. À quel moment tu as eu le Je déclic? rejoins Maka parce que j'ai vécu un peu la même chose. Mhm. J'ai jamais eu d'interdiction ou de jouer avec des vêtements ou du rouge à lèvres ou des chaussures de filles, de femmes. Donc, j'avais beaucoup plus de liberté. J'étais le seul enfant parce que je suis un enfant adopté. Mhm. Donc, mes grands-parents m'ont jamais donné d'interdiction jusqu'au jour où l'adolescence a voulu, par l'école scolaire, où j'ai su que j'étais différente. On parle de transidentité aujourd'hui sur notre plateau. Yves-Marie, toi tu es chirurgien plasticien. Dans notre sujet, qu'est-ce que c'est? Le rôle d'un chirurgien plasticien, Oui. c'est en fait de pouvoir reconstruire les organes génitaux externes des personnes transgenres. Tout simplement. Oui. Et donc tu t'occupes de quelle partie, c'est-à-dire de tout le corps? Non. Dans la loi française, pour s'occuper de tout ce qui est chirurgie du pelvis, c'est-à-dire du bas du corps, ça se fait dans un centre agréé. Il n'y en a pas en Polynésie française. Donc, principalement, c'est toute la chirurgie mammaire qu'on pratique ici. On y reviendra un peu plus en détail plus tard. Océane, je reviens vers toi. Avant 2009, c'était perçu la transidentité comme une maladie mentale. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors c'est vrai que c'est encore assez récent sur l'échelle de notre société. Avant le 17 mai 2009 exactement, c'était perçu comme une maladie mentale. Donc pourquoi plutôt? C'est dans le DSM, ce qu'on appelle DSM, c'est les manuels diagnostiques des statistiques de la maladie mentale, donc des maladies mentales. C'était inscrit comme étant une maladie mentale. Encore aujourd'hui, on emporte les stigmates, enfin, vous emportez les stigmates, puisque ça, même si c'est levé, ça reste encore dans les croyances et même dans les thérapies, par exemple, il va y avoir, ou dans les suivis psychiatriques, des personnes qui associent le trouble de la dysphorie de genre à la transidentité. En réalité, c'est plus une conséquence aujourd'hui de stigmatisation ou de violence transphobe que vous pouvez vivre. Donc ce n'est plus une maladie mentale et c'est important de mettre le doigt dessus. C'est un parcours de vie, c'est un parcours d'affirmation de soi et qui est propre à l'individu. À un moment donné, tu as parlé de dysphorie de genre. Qu'est-ce que c'est? Donc la dysphorie de genre, on pourrait expliquer simplement ça comme le fait que tu ne sois pas en accord entre ce que tu ressens en toi et ce que dit ton corps
par rapport à la société, donc de manière binaire homme-femme. Tu ne te reconnais pas. Et donc tu ressens des différences et du coup ça crée des perturbations, ça peut créer des troubles, ça peut créer des anxiétés, ça peut créer de la dépression, ça peut créer des tentatives de suicide, mais ce trouble-là ne légitime pas la transidentité. C'est-à-dire c'est plutôt une conséquence de vécu, notamment de vécu de violence qui pourrait amener à ça. Comment est-ce que ça se passait avant 2009? Puisqu'aujourd'hui, on le voit, il y a encore des stigmates, mais ça veut dire qu'avant 2009, c'était une situation qui était encore moins agréable qu'aujourd'hui? Ben oui, parce qu'il y avait aussi des thérapies qu'on appelle des thérapies de conversion. Donc, par exemple, le jeune enfant ou l'adolescent qui se confiait à sa famille pouvait l'emmener suivre des consultations psychiatriques pour se reconvertir, entre guillemets, dans quelque chose de très binaire, tu es un homme et une femme. Voilà. Donc, il y avait des thérapies qui accompagnaient les enfants, les ados et les familles dans le sens d'aller à l'opposé de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ce qui, forcément, induisait d'autres troubles qui sont aujourd'hui, je pense, on a un peu les casseroles qu'on mérite de tout ça. Aller à l'opposé de ce que l'on veut vraiment. Est-ce que pour ta part, au Maka, ça t'est déjà arrivé entre discrimination, entre violence, harcèlement? Alors, heureusement que non, je n'ai jamais eu de mauvaises expériences tout au long de ma vie. Évidemment, quelques désaccords au sein de ma famille avec mes frères et sœurs et notamment ma maman. Bizarrement, oui, c'est ma mère qui était un peu on va dire, réticente de ma transition, de mon envie et ma volonté de vouloir être une fille. Mais sinon, franchement, il n'y a jamais eu quelque chose de dramatique. Je ne me suis jamais battu avec quiconque. Tout s'est merveilleusement bien passé. Donc, tout va le mieux pour le mieux. Et à contrario, Shelby, tu as eu quelques vécus difficiles. J'avoue, oui, j'ai eu même beaucoup, que ce soit au collège, au lycée et dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai vécu quelque chose de plus dur, en fait. Donc, c'est très, très, très dur pour moi de raconter, mais je vais le faire. Jusqu'au point où des mecs cagoulés m'ont pris dans une voiture, tabassé dans la voiture et jeté d'une montagne au Belvédère. Comment est-ce qu'on surmonte ça? Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, tu me dis, mais comment est-ce qu'on réussit à surmonter tout ça finalement? Quand tu te réveilles à l'hôpital et que tu sais qu'on t'a donné une deuxième chance de vivre, tu continues en oubliant ça. Ça t'arrive d'avoir ce genre de profil, d'expérience avec tes patients, Océane? Malheureusement, le profil de Shelby est plus commun que celui d'Omaka dans mes suivis. Alors forcément, on va avoir souvent on va dans une démarche de soins psychologiques quand on ressent des traumatismes ou des choses qui vont mal. Donc, je suis peut-être biaisée dans le rapport que j'ai avec ces situations-là, mais effectivement, il y a aussi tout un tas de mutilations qui peuvent être faites soit au sein de la famille, soit au sein de l'école. Souvent, c'est l'un ou l'autre, c'est vraiment au niveau social. Et d'ailleurs, les sociologues, ils parlent de transition sociale qui serait la plus importante pour l'équilibre psychologique, puisqu'après, transition hormonale, transition administrative, chirurgicale, c'est d'autres étapes, mais la transition sociale est nécessaire pour se sentir bien. Et je pense que ton témoignage est une force. Et c'est ça aussi qui fait l'unicité de chacun des parcours. Mais oui, je rencontre plus de faits de personnes qui ont été victimes de violences dans leur parcours. Est-ce que c'est finalement la période de l'adolescence qui finalement va définir le parcours de chacun et chacune? Pas forcément, ça peut être aussi l'enfance, le rejet dans l'enfance, dans l'adolescence. C'est vrai que c'est très lié à l'enfance et à l'adolescence parce que c'est là où on se construit en tant que futur adulte. Donc c'est là où on construit nos croyances, nos perceptions, notre estime de soi, l'affirmation de soi. Et tout ça, c'est très lié à notre développement. Voilà. Et même si toi, au Maka, comme tu l'as dit, ça s'est relativement bien passé, tu as eu quand même des témoignages de certaines participantes quand tu es partie en France pour Miss T France. Exactement. Donc, nous avons fait une table ronde et puis chacune a raconté son parcours, son vécu. Et c'était assez triste de constater que 80% des candidats ont eu recours
enfin, on subit beaucoup de violences et jusqu'à atterrir dans le coma et ça très jeune. Donc oui, c'est désolant de d'observer que tu te fais rosser, tabasser jusqu'à en être inconsciente juste pour la volonté d'être quelqu'un d'autre. Alors là, on parle de l'aspect psychologique. Est-ce que, toi, t'es Hello, est-ce que Yves-Marie, quand tu reçois tes patients, tu traites autant physiquement que psychologiquement? Ça t'arrive? On parle un petit peu de psychologie, mais en fait, les patientes que je reçois, que ce soit des transitions homme-femme ou femme-homme, savent déjà ce qu'elles veulent. Elles ont mûrement réfléchi, tout ça est un peu derrière elles, et on parle surtout de chirurgie. Et comment ça se passe, justement, une transition de genre, chirurgicalement parlant? Comment est-ce que ça se passe? Alors, nous, en Polynésie, c'est principalement la chirurgie mammaire. Oui, ce qu'on me disait au début, oui. Donc, au niveau de la transition homme-femme, c'est surtout les implants mammaires qu'on met. Et, à contrario, dans l'autre cas, c'est ce qu'on appelle une mastectomie, c'est-à-dire qu'on enlève les 2 glandes mammaires. Et Océane, il faut un suivi psychologique pour faire une transition de genre? Alors pendant longtemps, ça a été même obligatoire d'avoir un suivi psychiatrique dans cette démarche-là. Aujourd'hui, le suivi est fortement conseillé et peut-être nécessaire pour certaines ou certains. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'il existe des thérapies, des psychothérapies transaffirmatives ou d'exploration de genre, il y a différents termes, qui permettent d'accompagner dès l'enfance, l'adolescence, les enfants, mais aussi les familles. Et c'est souvent les familles qui en ont besoin pour bien accompagner leur enfant pour qu'il se sente bien et soit bien accepté dans la société. Et en termes de chiffres, les proches, s'ils accompagnent bien leur enfant, ça réduirait de 73% le risque de suicide aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment pas négligeable. Un parent qui accompagne, c'est déjà l'aider à faire face à l'affirmation de soi et à sa bonne intégration future. Dans ce cas-là, avant de continuer sur la transition, comment est-ce que, on va dire moi, en tant que proche de quelqu'un qui veut faire une transition de genre, comment est-ce que je peux l'aider concrètement? L'accompagner, l'aider dans ses démarches, discuter, la communication. Vraiment, ça, c'est la clé de pouvoir parler de tout ça dans un espace bienveillant et sécurisant. Les agressions, le mal, par exemple, à l'extérieur de la famille, on ne pourra jamais l'empêcher. On ne peut pas mettre une prison dorée pour protéger notre enfant, c'est impossible. Par contre, le fait que lui se sente en sécurité pour en parler à la maison, c'est déjà le sécuriser. Parce que s'il a son espace de parole, il peut avancer avec des choses qu'il vivra, qu'elles soient positives ou négatives, ces choses-là. Omaka, comment dire, ça te fait vibrer ce qu'elle est en train de dire, Océane? Oui, évidemment, je trouve que c'est toujours important d'avoir une oreille à l'écoute et de pouvoir au final se libérer de ces démons parce qu'au fond de soi, j'ai envie de dire que tu ne sens pas forcément, je dis quand tu es jeune, tu es un peu désorienté, tu as envie que quelqu'un t'aide. Donc oui, c'est toujours bien d'avoir un parent, un proche qui puisse t'écouter et au final puisse t'aider. La communication, l'acceptation, est-ce que c'est ce que tu as vécu, Shelby, ou c'est ce que tu aurais aimé vivre? Je l'ai vécu auprès de certains de mes tatis, parce que c'était plus mes tatis qui acceptaient parce qu'elles avaient des amis comme moi. Donc c'était plus facile pour moi d'être avec eux et de me faire découvrir un peu les choses que mes grands-parents ne pourraient pas me faire découvrir. Mais c'est vrai que je rejoins Maka, que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un, un soutien, surtout pour bien évoluer dans la vie. Je reviens sur la question que j'ai posée à Océane. Il faut un suivi psychologique, en tout cas il est recommandé aujourd'hui. C'est le processus que tu as suivi? Je ne l'ai pas eu très tôt, que quand j'ai été habité en France, à Paris, j'ai connu une psy et c'est elle qui m'a orienté un peu ce qu'on pouvait faire parce que c'était réglementaire en France d'avoir un psy pour pouvoir faire des grandes démarches. Et ça t'a fait du bien? Ça a changé quelque chose dans ta démarche? Je trouvais qu'en France, on avait beaucoup de suivi et qu'on était mieux accepté, même médicalement. Donc, c'est dommage qu'ici à Tahiti, il n'y a pas vraiment un réel soutien médical. Quelque chose qui peut faire aussi office, entre guillemets, de soutien psychologique, c'est le concours Miss Tahiti. Je me tourne vers toi, Omaka. C'était une volonté propre de participer à ce concours? Non, franchement, je me suis jamais vu participer à une élection de beauté pour la simple et bonne raison que je ne voyais pas forcément Miss parce que les dictats de la société disent qu'une Miss doit être filiforme, super canon. Donc non, et puis on m'a inscrite comme ça, c'est une amie. Et puis je me suis dit, écoute, je me suis lancé dans cette aventure et tant qu'à faire, j'y vais. Et
Je pense que le but de la Miss T, donc des trans de Derere en Polynésie, c'est tout simplement d'être l'image, hein. L'image et aussi peut-être un soutien, même à travers les réseaux, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un auquel se référer. Par exemple, je suis allé, quand je marche dans la rue, dernièrement, il y a des jeunes trans, des jeunes relais qui m'ont accroché, qui m'ont dit, ah, ça fait du bien de voir que les mentalités changent et que nous n'avons pas seulement une Miss qui est là juste pour faire jolie et elle se taise et au final, on ne la voit jamais. Donc ça, oui, je pense que notre rôle, c'est avant tout de redorer l'image de la trans en Polynésie, cette image un peu, ce stéréotype un peu de la réré qui va sur la route, sur le trottoir. Donc on n'est pas que ça, hein. Nous avons des diplômes, nous sommes présents dans beaucoup d'activités d'activités économiques. On est là pour faire évoluer des choses et de montrer à la société que nous sommes des personnes totalement respectables avec un travail totalement respectable. Si on continue dans les étapes de transition de genre, je me tourne vers toi, Yves-Marie. Comment est-ce que ça se passe physiquement, concrètement on sait que c'est surtout le haut que l'on fait ici en Polynésie française, mais comment est-ce que ça se passe au niveau pelvien? Est-ce qu'il faut faire des demandes? Et une fois arrivé en France, comment ça se passe physiquement? Alors, au niveau de la réglementation française, il doit y avoir déjà une phase de diagnostic qui dure entre 6 et 9 mois, avec plusieurs consultations chez des psychiatres, avant d'avoir accès à un traitement hormonal. Donc on commence d'abord par les hormones alors. Tout à fait. On commence par les hormones qui sont au début des hormones, on va dire, assez légères. Et au bout de 6 mois, on passe à des hormones qui vont être définitives. Et comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que ça fait, ces hormones, sur notre corps? Alors, chez l'homme, ça supprime complètement la sécrétion d'hormones masculines. Et on rajoute des hormones féminines en supplément. Donc, si je et l'inverse pour la femme. Testostérone et oestrogène, c'est ce dont on parle. Oui, et androgène pour la femme. Est-ce que c'est la même chose? Donc voilà, pour la femme, pareil, ce sont des hormones. Oui, tout à fait. Et une fois que les hormones définitives sont prises, c'est là qu'on peut faire une transition physique? Habituellement, au bout de 2 ans, on peut demander une chirurgie pelvienne dans un centre agréé, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a peu de cas, en fait, qui sont sélectionnés en France. Et ici, comme même en France, souvent, les gens se tournent vers l'étranger pour aller se faire opérer. C'est beaucoup plus rapide. Et moi, ce que j'ai pu en voir, il y a quand même des centres, notamment en Thaïlande et en Belgique, qui font un travail très, très bon. Et comment ça se passe concrètement? C'est quoi cette chirurgie pelvienne, pour entrer dans les détails? Alors, il faut refaire des organes génitaux. Donc, pour un homme, ça nécessite de refaire un néovagin. Voilà, c'est-à-dire? Alors, refaire un vagin. D'accord, tout simplement. Voilà, tout simplement. Enlever le pénis. Il faut que, on va dire cosmétiquement, ce soit le plus proche possible d'un sexe féminin. Et dans le sens d'une femme à un homme, il faut recréer un pénis, enlever l'utérus, enlever les ovaires. Le pénis habituellement est refait avec du tissu, soit de l'avant-bras, soit de la cuisse. Et les testicules avec des implants. Océane, est-ce que ces changements physiques ont un impact psychologique sur les personnes qui les font, même si ça fait partie de leur transition? Alors oui, ça pourrait pour certains et certaines, mais comme c'est pas exclusivement lié, disons que le vécu avant, c'est peut-être ça le plus impactant psychologiquement, que quand on arrive effectivement dans ton cabinet ou dans le cabinet de quelqu'un d'autre pour arriver à cette étape-là. Il y a déjà eu tout un process psychologique qui fait que l'acceptation est déjà là, l'identité, elle est déjà là. Donc, le changement de sexe pourrait induire chez certains peut-être des questionnements, peut-être des choses personnelles, mais qui sont propres à l'individu. Donc, je ne pense pas que ce soit lié, associé systématiquement le fait d'avoir une opération. On parle de transition partielle ou complète, mais peu importe. Est-ce que, Shelby, toi, comment tu l'as vécu, ta transition? Est-ce que c'était une libération?
Une grande libération, oui, parce que quand tu sais que ton intérieur, ton âme est une femme et tu as envie de le concrétiser corporel. Et dans ton cas, au Maka? Franchement, je ne dirais pas une libération parce qu'au fond de moi, je me suis toujours senti comme tel et puis je l'ai toujours fait, je l'ai toujours montré à mon entourage et tout au long de ma vie. Donc, ça n'a jamais été une libération parce que j'ai toujours été comme ça depuis mon plus jeune âge. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique ou une aide, que ce soit financière ou psychologique, Océane? Sur le territoire? Oui. Alors, sur le territoire, pas à ma connaissance. Maintenant, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est notamment quand tu as été victime de violences, que ce soit à la maison ou de harcèlement, de discrimination ou à l'école, tu peux t'orienter à l'aide aux victimes. Les suivis sont totalement gratuits et confidentiels. Ça, c'est actif sur le territoire. Il y a SOS Suicide qui aide quand même une grande majorité également de personnes concernées. On en parlait avant le plateau, mais début d'année, il y a eu plusieurs suicides réalisés et qui étaient liés à des problématiques personnelles d'identité et notamment de transidentité. Donc en ça, cette association-là, elle œuvre beaucoup. Il y a l'association Cousin-Cousine également de Tahiti qui essaye de réorienter quand il y a des besoins. Et ensuite, ça va être des thérapies au niveau libéral, donc d'aller s'orienter vers un thérapeute qui te correspond, qui est au fait de ces problématiques et de ces sujets-là, pour accompagner au mieux les uns et les unes. La dernière étape, si je puis dire, de cette transition, ça serait le changement à l'état civil. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Changement à l'état civil, ici, je ne sais pas si... je pense que certaines ont pu y avoir accès. Oui, Mais, on va se tourner vers je Shelby pense dans ce qu'elles cas-là. sont Alors, placées depuis pour en parler. 2016, on a eu cette facilité maintenant de changer facilement nos prénoms seulement. Et donc, merci à celui qui a accordé ce bénéfice pour nous en tant que femmes, parce que ça applique toujours avec le prénom quand tu es donné à la naissance et qui est très masculin. Tu n'as pas envie de le revivre. Donc, en 2016, ça a été accepté d'aller faire un changement d'état civil. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut fournir Alors, il faut fournir 4 ou plusieurs témoignages de ta famille ou tes amis pour pouvoir donner accès facilement à un changement rapide. D'accord. Tout simplement. Au Maka, oui, une réaction? Non, c'est ça, il faut des témoignages pour passer devant le juge et pour au final prouver que tu as toujours été comme tel et que tu es bien et tu es très bien dans ta tête avec le genre que tu as envie auquel on t'assimile. Et à contrario, on entend parfois parler de personnes qui regrettent leur transition, même si c'est assez rare. Est-ce que c'est possible concrètement, Yves-Marie? La transition complète, elle est irréversible. On n'a pas trop ce problème-là en Polynésie, on en voit assez peu. Mais en France, effectivement, il y a des cas de demande de retour en arrière, mais quand la chirurgie pelvienne est faite, c'est quasiment impossible de revenir derrière. Océane, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps, de faire ce suivi psychologique, d'en parler. Je suis pas sûre que ce soit important que chacune ait un suivi psychologique. Je pense que ça peut aider beaucoup, mais encore une fois, c'est pas nécessaire parce que si tu as un proche même, qui est là pour t'accompagner, il fait office déjà de soutien psychologique et de barrière vraiment importante. Donc je suis pas sûre que ce soit nécessaire, mais ça peut l'être et c'est important de savoir qu'il existe des personnes, des professionnels ou pas, qui peuvent être là pour t'accompagner, surtout dans des cas où tu te sens très seul. Eh bien, tournons-nous vers l'avenir. Shelby, au Maka, on va commencer par au Maka. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la reconnaissance, que ce soit de vos droits ou de votre situation ici en Polynésie française? Eh bien, je pense qu'elle va réellement s'améliorer. Je pense que nous sommes assez bien acceptés en Polynésie, dans la société polynésienne de nos jours, puisque je veux dire, nous avons beaucoup plus d'exemples de trans dans toutes les activités. On nous voit absolument partout, ce qui est très bien. Et puis, je pense surtout à l'image que nous avons envie de donner. Donc, une image assez positive. Et c'est à nous autres, les générations futures et aussi d'aujourd'hui, de faire que cette image positive est beaucoup plus de celle d'une femme qui indépendante, hein. Je veux dire, c'est le combat qu'on mène au final, hein. Je veux dire, on se bat pour enlever ce stéréotype que les gens nous ont collé depuis très longtemps. Et oui, donc je pense qu'on aura un très beau futur. Shelby? Alors pour moi, avoir connu l'histoire de la Mahu,
avant qu'elle devienne une trans ou une rere. Je connais un peu l'histoire du passé de la Polynésie selon la Mahou. Mais nous avons été des personnes très acceptées déjà au milieu de la royauté, au temps de la monarchie. Donc, je pense qu'il faut on reconnaît qu'ici en Polynésie, le mot trans n'a pas existé. C'était juste la Mahou, parce qu'elle avait un rôle important auprès de la reine, de la monarchie, même dans certains pays que je sais. Et même dans le triangle polynésien, c'est quand on nous a appelé RR, c'est quand la CPME ou la CPE est arrivée ici en Polynésie qu'on nous a donné ce nom, alors que pour moi, RR, c'est une insulte. Moi, je me sens plus Mahou parce que je suis lié à ma culture. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est très accepté, mais on aura toujours des contraintes par rapport à l'étranger, que ça soit, on va toujours nous mettre dans une case. On sera toujours une case pour certains pays. Et on est la Polynésie française, donc on fait avec. On va essayer de retenir les mots importants de cette émission: respect, communication, acceptation et espoir pour l'avenir de cette identité trans en Polynésie française. C'est la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous Merci d'avoir Maoulou. répondu à mes questions. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Maururu Itotato Farerira Trahuma Parheana.